Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital, afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Nina Ramen. Anciennement en poste chez Germinal, Nina s'est lancée solo et a fondé la manufacture du copywriting. Elle fait aussi partie des rares femmes à figurer dans le top 10 des influenceurs sur LinkedIn. Elle est aussi l'auteure de la newsletter Culottée, une newsletter pour libérer la parole des femmes qui veulent oser davantage. Elle a également une communauté très active qui a lancé le mouvement Ramène ta fraise et qui regroupe aujourd'hui près de 600 femmes sur le Slack. Bref, une vraie woman boss. La preuve, 45K de chiffre d'affaires sans avoir construit de programme de formation, c'est le résultat obtenu par Nina lorsqu'elle a lancé sa formation en copywriting. Dans cette interview, elle nous livre tous ses conseils pour créer sa formation et pour que celle-ci soit un succès. Vous allez l'entendre d'ailleurs, tout se construit encore une fois en étant à l'écoute de son public. Merci à Nina d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et pour tous ses conseils très précieux sur le lancement de sa formation. Et juste avant de laisser place à l'épisode, merci de prendre une minute pour noter et laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est hyper important pour la visibilité du podcast et pour mettre en avant le témoignage de ces femmes. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Nina. Bonjour à toi, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors Nina, est-ce que juste tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors je m'appelle Nina Ramen et je suis fondatrice de la manufacture du copywriting. Copywriting avec un W, à ne pas confondre avec le copyright qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting avec un W, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. Engagement au sens large du terme, c'est-à-dire qu'en fait, si c'est sur un réseau social, que ce soit Instagram, LinkedIn ou Facebook, c'est comment tu crées de l'engagement sur une publication, donc un like, un commentaire. Si c'est par email, comment est-ce que tu fais, notamment dans des emails de prospection pour obtenir des réponses de tes prospects, que les emails soient ouverts et qu'il y ait des actions sur ces emails. Et enfin, si tu vends un produit en ligne et que tu as une page de vente pour vendre ce produit, c'est comment tu fais pour que les gens cliquent sur le bouton acheter. Donc le copywriting, de manière très large, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. Donc ça, c'est ce que je fais le jour. Et la nuit, j'ai une newsletter qui s'appelle Culottée, qui est tous les week-ends, le samedi à 9h et le dimanche à 9h aussi, qui aide les femmes à oser davantage. Oui, j'ai lu la newsletter, très bien. Très belle newsletter. En tout cas pour les femmes, elle est vraiment top. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouve dans la manufacture? Oui, alors la manufacture, globalement, c'est des produits d'accompagnement et de formation au copywriting. Donc on va cibler, que ce soit sur les réseaux sociaux, les pages de vente ou les newsletters, les emails. Je vais proposer des accompagnements en fonction des besoins des personnes. Donc il y a du coaching personnalisé et il y a aussi une formule bootcamp. D'accord, un bootcamp qui va bientôt être lancé. Exactement, donc là j'ai lancé le premier bootcamp. Officiellement, oui et non, parce que toutes les places ont été vendues avant qu'il soit officiellement sorti. Donc là, il y avait 15 places, c'était le premier bootcamp. Il est déjà complet. Et l'idée sur ce bootcamp-là, c'est de faire un focus particulier sur LinkedIn, comment on développe LinkedIn, comment on obtient du lead grâce à LinkedIn, donc des opportunités, comment on fait pour avoir en fait des clients qui viennent à nous sans avoir à faire de la prospection. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent frapper à ma porte parce qu'ils ont envie de bosser avec moi. Et je n'ai pas à aller faire de la prospection. Et deuxième aussi chose, c'est que même en rendez-vous client, les gens me connaissent déjà. Ils m'ont déjà identifié sur ma thématique. Et donc, forcément, une fois qu'ils arrivent en rendez-vous commercial, ils sont déjà prêts à acheter. Donc il n'y a plus qu'à vraiment fixer le cadre de la prestation et avancer ensemble, fixer une date. Donc c'est vraiment le contexte idéal, je dirais, quand on veut vendre de manière générale, c'est quand même d'avoir ses limites. On ne vend pas, en fait, c'est la personne qui nous achète. Ouais.
Et du coup, ce bootcamp, tu vas le faire régulièrement parce que là, celui-ci est complet. Tu vas en faire. Ouais, alors potentiellement, je vais refaire cette formule, je vais voir aussi si elle fonctionne bien, je vais prendre les retours des utilisatrices et je vais faire une deuxième session, potentiellement une troisième. Je ne sais pas encore si on restera sur un focus sur LinkedIn ou si peut-être on va décliner ce bootcamp sur la partie newsletter par exemple ou la partie écrire des emails à froid. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va garder cette formule et avec le temps, on va l'améliorer. Et on ouvrira d'autres promos, mais ce ne sera jamais des promos de 50 ou de 100 personnes, ça restera quelque chose en petit groupe parce que mon objectif c'est que ce soit le plus activable possible. Je veux que ce soit aussi semi-personnalisé, je veux pas quelque chose qui soit trop généraliste, je veux que les gens ils puissent repartir avec de l'action. Donc notamment, je propose des sessions de coaching dans le bootcamp qui sont faites avec moi, qui sont là par exemple dans le prochain bootcamp, c'est 4 coachings avec moi. Donc vraiment, il y a cette partie-là où moi je pense que pour enseigner, il faut montrer, faire et faire faire. Donc montrer, c'est bien, c'est enseigner, ça peut être des formations en ligne, ça peut être voilà. Faire, c'est faire devant les gens et faire, c'est aider la personne à faire par elle-même parce que on est tellement nombreuses et nombreux à avoir regardé des formations en ligne, à se dire ah ouais c'est super et en fait on n'a jamais rien mis en pratique. Donc l'idée c'est quand même aussi de mettre en pratique, mettre en place exactement, d'activer la mise en pratique. D'accord, très bien. Merci pour celles que ça intéresse. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, Nina, je voulais aussi parler avec toi surtout de formation. Oui. Donc, voir avec toi comment on construit une formation, justement, parce que tu en as construit, de A à Z, comment on travaille son persona, comment ensuite on la teste et on la vend. Oui. Ok, merci pour la question. Super intéressant. Moi, j'ai créé 3 formations en tout. Donc, la première, c'était une formation gratuite qui était par email, qui était les 5 étapes pour maîtriser le copywriting. Donc c'était une formation qui était gratuite, qui a fait 10 000 inscrits, donc uniquement sur cette formation-là. Ensuite, j'ai fait un produit de formation en ligne, donc c'était après le programme par email, les gens ils achetaient la formation en ligne, et là, il y a eu à peu près 400, je pense, ou 500 inscrits. Et la dernière formation que j'ai faite, c'est le bootcamp. Donc en fait, si tu veux, j'ai 3 types d'expériences sur la création de formation. Ce que je te propose, c'est que je te parle d'abord de la première. Comment est-ce que j'ai créé ma formation au copywriting en ligne. Oui. Après, on reparlera du bootcamp et je te raconterai un peu comment j'en suis arrivée aussi à l'idée du bootcamp. Tout à fait. Alors, première chose, la formation en ligne. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord créé une formation qui est gratuite. Dans cette formation gratuite, c'était un email par jour, tous les jours, pendant 5 jours, pour t'aider à apprendre le copywriting. Cette formation gratuite, elle sert à quoi? Elle sert à donner du contenu aux gens pour leur montrer une expertise et aussi à capter des emails de gens qui seraient potentiellement intéressés par le copywriting. Parce qu'évidemment, pour recevoir la formation en copywriting, on doit laisser son email. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a créé ce qu'on appelle un lead magnet, donc un aimant à lead. Un aimant à lead, c'est-à-dire que la personne doit laisser son email, son prénom, en contrepartie d'un contenu. Et donc là, avec les 10 000 inscrits, donc moi j'ai eu beaucoup d'inscrits, donc ce lead magnet, il faut le mettre sur les réseaux sociaux ou sur les groupes qui sont là où sont votre cible. Donc si vous avez une cible par exemple pour aider les femmes dans leur syndrome prémenstruel, et ben sur Facebook, il y a beaucoup de groupes qui aident les femmes sur leur syndrome prémenstruel. Donc ça, c'est un endroit par exemple. L'idée, c'est pas forcément de mettre tout le temps tout sur LinkedIn, c'est pas forcément là où est votre cible. Par contre, vous pouvez avoir des groupes sur Facebook ou sur Instagram, vous faire relayer par des gens, ou sinon sur Slack ou même des groupes WhatsApp. Donc il faut voir où est votre cible. Et une fois que vous savez où est votre cible, là vous diffusez votre lead magnet. Le lead magnet, il va être sur une thématique précise. Ça sert à rien de faire un lead magnet sur le yoga si vous vendez des crypto-monnaies, enfin si vous vendez une formation en crypto-monnaie. Donc il faut avoir un lead magnet qui soit aligné avec votre produit payant. Donc le format gratuit, en fait, il sert donc d'abord à capter des prospects. Donc une fois qu'on a ça, imaginons que vous arrivez à obtenir 500 adresses email. Moi, dans ce programme email, c'était premier email, bonjour, je me présente, je suis Nina, voilà comment ça va se passer, tu vas recevoir un email par jour, voilà ce qu'il y aura dans les emails, etc. Premier email, on se présente. C'est comme quand on va chez quelqu'un, on n'arrive pas les mains vides. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se présente comme chez les beaux-parents. On arrive, un cadeau, bonjour, voilà. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, donc un email par jour, ça sert à rester dans la tête des gens. À ce que la personne se dise, ah, mais cette personne, c'est intéressant ce qu'elle dit. Ah, mais je comprends bien la manière dont elle enseigne. Ah, ça m'intéresse. Ok. Donc ça dure 5 jours. À la fin des 5 jours, ah oui, dernière chose aussi, pardon, j'ai oublié. Dans le premier email, moi je pose une question qui est, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'écrire? Donc moi c'est l'écriture, mais probablement que les gens qui nous écoutent ne font pas tous des formations copywriting. Imaginons que c'est sur le syndrome prémenstruel, on va rester sur cette thématique. C'est quoi tes 3 principales douleurs sur ce syndrome? C'est quoi les 3 principales questions que tu te poses? C'est quoi les principales difficultés auxquelles tu es confronté? Difficultés, par exemple, les médecins ne comprennent pas ce que j'ai, les médecins ne m'accompagnent pas, il n'y a pas de contenu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Deuxième option, je sais qu'il y a des manières alternatives que de prendre des hormones ou de prendre des médicaments, comment est-ce que je peux faire, etc. Donc là, en fait, on arrive déjà à des questions que les gens se posent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et tu l'as énoncé tout à l'heure, c'est qu'on commence à construire des personas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ces questions aux gens et j'ai récupéré une centaine de réponses. C'était les 100 premières réponses, après j'ai arrêté parce que ça faisait trop, mais une centaine de réponses à la main. Et j'ai regardé les questions que les gens se posaient, leurs difficultés, leurs douleurs. Et ça, déjà, ça m'a donné une première base de matière première. D'accord. Juste une question, ouais. Tu continues, toi tu en as eu plus d'une centaine, donc, mais à partir de combien de retours tu penses qu'on peut créer vraiment un persona? Même avec une dizaine de retours, en fait, tu vas voir ce qui revient. L'idée, c'est surtout de voir ce qui revient. Moi, dans le copywriting, c'est syndrome de l'imposteur, page blanche, j'ai peur du ridicule, j'ai peur des fautes d'orthographe. D'accord, voilà. À partir d'une dizaine de retours, déjà, on peut commencer à voir ce qui revient le plus. Voilà, exactement. Okay. Tu vas voir, en fait, ce qui compte, c'est pas à quoi ressemble la personne, c'est un homme, une femme, l'âge qu'elle a, voilà. Non, c'est surtout à quoi elle pense, quels sont ce qu'on appelle le BFD, Believe, Feeling, Desire. Donc ça, c'est un bon acronyme pour faire vos personas. Ce qu'on appelle le Believe, Feeling, Desire, c'est Believe, quelles sont les croyances de cette personne, feeling, qu'est-ce qu'elle ressent, et desire, de quoi elle a envie. Donc, believe, c'est je suis atteinte d'un syndrome prémenstruel. Feeling, c'est je me sens incomprise, je souffre, je trouve pas de solution. Et desire, j'aimerais d'avoir un remède qui correspond à mes attentes, qui soit naturel, avoir un remède, une solution qui soit reconnue et d'être entendue sur mon problème, par exemple. Donc là, voilà, on a commencé à construire un persona. L'idée, c'est d'avoir globalement des pain points et des désirs. Voilà, en gros. Des pain points, des points de douleur et des désirs. Donc, c'est comme ça qu'on crée notre persona. On récolte des données sur nos lecteurs, exactement. Autre manière, si on n'a pas de personnes à disposition, si les gens ne répondent pas à nos emails, ça peut arriver, aller sur les forums, aller sur les groupes Facebook, aller aussi sur les commentaires de Amazon, par exemple, sur les produits, par exemple, liés au syndrome prémenstruel. Allez voir, récolter les commentaires, ce que les gens disent, voir les mots qu'ils utilisent et récolter en fait cette manière qu'ils ont d'exprimer leurs problèmes. Donc avec tout ça, c'est un peu notre matière première avec laquelle on va travailler ensuite sur la page de vente. On parlera de la page de vente après. Donc je suis toujours sur mon programme email, ça c'était le premier email. Deuxième email contenu, troisième email contenu, 4, 5. Les gens qui me posent la question, est-ce que je dois tout dire en contenu? Oui. Tout dire, dis tout ce que tu as à dire, ne te limite pas en te disant oui, il faut que je garde une partie payante. Non. Les gens qui achèteront un produit payant, ils achèteront pas le contenu, ils achèteront l'expérience. Ils achèteront le fait d'avoir du contenu ordonné, le fait de passer à l'action, ils achèteront pas forcément le contenu, parce que le contenu est une commodité. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Google, c'est pas ça que les gens ils veulent en fait. Donc donne ton contenu gratuit à 100%. Ok. Ensuite, on arrive, donc on est le 5e jour. Aujourd'hui, à ce moment-là, on a un objectif, c'est de vendre notre produit qui est derrière. Produit qu'on n'a toujours pas construit, parce que, en fait, moi, j'avais toujours pas construit mon produit au moment où je l'ai vendu. On a vendu 45 000 euros de chiffre d'affaires sur ma formation sans avoir construit la formation. Donc, on arrive au 5e jour. Au 5e jour, donc 6e jour, je renvoie un email en disant « Hey, salut, en fait, je pense à construire un produit. Demain, tu as la possibilité d'avoir un produit. Qu'est-ce que tu aimerais voir dedans ?» Voilà moi ce à quoi je pensais, donc j'ai donné le plan, donc c'est juste un plan, c'était une mind map, donc une carte mentale, et je demandais aux gens, voilà, qu'est-ce que tu en penses, à ton avis, est-ce qu'il manque des choses, est-ce que tout y est, est-ce que ça t'intéresse de l'acheter, et si oui, à quel prix? Et là, donc, vous demandez, tu construis ton produit avec ton audience, tu prends les retours de ton audience, donc moi sur le copywriting, il y avait les réseaux sociaux, il y avait les newsletters, il y a une personne qui m'a dit, il manque le cold email, l'email à froid, quand on est commercial et tout. Donc j'ai dit, ok, bon, bah d'accord, et donc là,
je suis arrivée à prendre des retours des gens sur une base de formation que j'avais déjà construite. Et le jour du lancement, donc, j'ai envoyé un email, donc c'était 3 emails de vente, en disant aux gens, bah voilà, en fait, j'ai sorti la formation, enfin, je sors les préventes de la formation, je la construis en même temps que je la fais. Si tu veux être dans l'aventure, vas-y, c'est maintenant, tu as 3 jours. On te fait une promo à moins 50% si tu l'achètes dans les 3 jours. Sinon, bah, en fait, tu payes la formation plein pot qui était 800 euros. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont acheté la formation et après, je devais délivrer un module par semaine, toutes les semaines. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu construire mon produit. Une fois que les gens sont onboardés dans la formation, donc une fois qu'ils sont arrivés dans la formation, j'avais construit un premier module, qui était un module un peu l'état d'esprit du copywriting avec les bases. Et je demandais aussi, j'avais créé un groupe privé sur lequel je demandais aux gens, ok, tu veux parler de quoi? C'est quoi ton prochain module? Tu veux parler de quoi? Je faisais des suggestions et les gens me disaient, ah bah voilà, je veux parler de ça, ça, ça. Aussi, autre manière aussi d'avoir des idées de contenu, pose la question aux gens, ok, c'est quoi tes 3 problèmes sur LinkedIn? Oh, ah bon, bah ok, tac, tac, tac. Donc là, voilà, là tu as créé en fait une formation avec son audience. De manière pratico-pratique, franchement, filmer avec son téléphone et avec le micro de son téléphone pour commencer, c'est très bien. Pas la peine d'investir dans du matériel avant d'avoir vendu une formation. Il vaut mieux vendre sa formation et acheter du matériel avec. D'accord. Voilà, donc ça c'était la première formation que tu as fait avec les emailing, du contenu gratuit et ensuite construire la formation avec eux et puis la vendre. Exactement. Donc ça permet d'avoir un product market fit, donc un produit qui est très très proche de son marché. Pourquoi? Parce que c'est ton marché qui a construit ton produit. Tu es forcément un produit qui est aligné. Le risque en fait de créer un produit tout seul dans son coin, c'est que le jour où tu le lances, tu passes 1 an à créer un produit, 1 an à créer une formation, même 6 mois à créer une formation, et le jour où tu le lances, personne ne veut l'acheter. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, tu vends avant de créer ton produit, tu vends ta formation avant de l'avoir créée, et derrière, tu la construis avec les gens. Donc l'avantage, c'est que les gens ne peuvent que l'aimer, puisque c'est eux qui l'ont créé. C'est un peu l'effet Ikea aussi. C'est l'effet Ikea, c'est pourquoi, en fait, les meubles Ikea, on les... Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que c'est nous qui les avons construits, on a vissé telle vis à tel moment, on sait que la porte elle tient pas très bien. Voilà. Donc en fait c'est un peu l'effet Ikea. Notre travail à la fin, quoi. Exactement, c'est ça. Donc voilà, ça c'était un peu le résumé sur la formation en ligne et sur la formation gratuite par email. Maintenant la formation Bootcamp. Donc ça c'est le nouveau produit que j'ai lancé. C'est un produit qui est à distance, mais qui n'est pas préenregistré. Donc il y a vraiment une partie directe, en live avec les gens. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça fait 4 ans que j'ai une audience, parce que j'ai travaillé à l'école du recrutement, où je publiais pratiquement tous les jours sur LinkedIn, très très souvent. Chez Germinal, pareil. Et en fait, il s'est passé que les gens m'ont suivi mes aventures, et aujourd'hui je lance la manufacture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les gens se sont investis dans des relations avec moi, dans le sens où je publie beaucoup de contenu sur mon LinkedIn avec beaucoup de tutos, comment s'améliorer, un peu comme ce que je fais ici, en fait, je partage vraiment ce que j'ai appris. Et en fait, un jour, j'ai été dans le top 10 des influenceurs sur LinkedIn. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la première femme n'apparaissait qu'à la 8e place. Et ça, évidemment, c'était pas content du tout. Et pire que ça, parmi le top 150 des influenceurs, il n'y avait que 25% de femmes qui étaient représentées. Donc pas que seulement dans le top 10, c'est dans le top 150 en fait, le problème. Et donc là, je me suis dit, ok, en fait, j'aimerais moi que l'année prochaine, en 2022, on soit à 50-50. Comment tu l'expliques? Alors j'ai demandé justement à la personne qui a créé ce classement, alors j'explique de 2 manières. La première manière, c'est que je pense que les femmes dans l'environnement professionnel sont moins prises au sérieux. Donc qu'elles créent des postes qui font moins d'engagement. Elles sont moins écoutées, elles rapportent moins l'adhésion. C'est la fameuse expérience des signatures qui sont échangées entre un homme et une femme. On échange les signatures. Dans un cas, l'homme, il se retrouve avec plein de galères qu'il n'avait pas avant. Et la femme, elle se retrouve justement avec des trucs hyper faciles et tout le monde qui lui dit oui. Donc je pense qu'il y a un peu un effet, en fait, quand on voit une femme poster, on va plus difficilement créer de l'engagement, plus difficilement adhérer à son propos. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième explication, c'est que les femmes, en tout cas les femmes qui étaient étudiées dans le cadre de ce classement, publient 2 fois moins.
Donc elles prennent moins facilement la parole. Donc pour moi, c'est un peu les deux éléments qui sont corrélés. Et moi, je vais essayer d'agir sur sur le deuxième élément, d'activer le deuxième élément. J'essaie d'activer le premier d'une autre manière, mais en tout cas d'agir concrètement sur le deuxième. Et donc j'ai lancé un live. Donc ça, c'est un autre lead magnet. Alors pour le coup, c'était pas fait à la base, mais pour les gens qui nous regardent, qui sachent qu'en fait, il n'y a pas que des programmes email pour faire du lead magnet, tu peux aussi faire un webinar. Donc je fais un webinar pour aider les femmes à publier sur LinkedIn. Et il y a eu 500 inscrites, super. Je me pointe au webinar, je fais ma présentation, ça se passe bien. Et dans les commentaires, à un moment, je vois quelqu'un qui dit ah, mais si on lançait un hashtag ramène ta fraise. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon audience est devenue une communauté. La différence entre une communauté et une audience, c'est que la communauté, elle vit sans toi. L'audience, elle ne vit pas sans toi. Et j'avais une audience et j'ai une communauté. Les gens se sont rassemblés, se sont dit ok, on a tous envie d'être dans ce projet commun qui est comment est-ce qu'on peut prendre la parole plus facilement quand on est une femme. Et là, le groupe a été créé. 5 jours après, il y avait 500 personnes dessus. Aujourd'hui, on a créé un Slack, il y a 600 personnes dessus. Tout ça en moins de une semaine et demie. Donc ça a pris une ampleur énorme. Et donc là, il faut aussi savoir écouter le marché. Et donc là, pour créer mon deuxième produit, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Et que, contrairement à la formation en ligne, le besoin, il était plus de s'entraider et de se soutenir, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé le bootcamp, parce que le bootcamp, l'objectif, c'est, oui, moi je suis là pour transmettre et pour enseigner, mais il y a aussi une vraie émulation de groupe. Et ça, il y a une deuxième force, il y a la force Nina qui enseigne, mais il y a aussi la force du groupe qui s'entraide. Et ça, en fait, c'est comme ça que j'ai créé ce produit-là. C'est parce que j'ai vu ce besoin-là. Donc après, il faut savoir l'interpréter. C'est ça qui n'est pas facile, je pense. Mais le fait d'avoir une communauté et des gens, ça a été une première étape. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page de vente. Donc, page de vente dans laquelle j'ai repris les éléments que moi j'avais captés des questions qu'on m'avait posées. Comment on surmonte le syndrome de l'imposteur, etc. Donc des points de douleur que j'avais déjà identifiés. J'ai fait ma page de vente, je l'ai postée dans le groupe Ramène ta fraise, donc pas du tout publiquement. C'est pour ça que je vends. En fait, publiquement, je ne vends aucun produit. Tu postes sur LinkedIn. Oui, je ne vends pas de produit en fait. Si tu veux m'acheter un produit, il faut être dans une relation, soit me parler au téléphone, soit être dans une communauté, dans ma communauté. Donc, je lance la page de vente et je dis, vous en pensez quoi? Il se trouve que ça a généré plus de 35 rendez-vous, alors qu'il n'y avait que 10 places ouvertes à l'époque. Donc j'étais déjà bien au-delà de mes objectifs, et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de retours sur la page de vente. J'avais prévu de publier 2 fois par jour. Un challenge publié 2 fois par jour. Finalement, les gens m'ont dit c'est trop 2 fois par jour. Donc, j'ai réduit à 1 fois par jour. Il y avait des gens qui m'ont dit ok, mais moi je suis salarié, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Donc là, je me suis rendu compte que dans la page de vente, en fait, il fallait aussi que je puisse inclure des gens qui ne sont pas forcément que entrepreneurs. Ou leur expliquer pourquoi c'était pas pour eux. Des gens qui m'ont dit ouais, moi je suis en profil intermédiaire. Est-ce que si je suis pas débutante, ça marche? Bon, bref, peu importe. Donc voilà, ça m'a permis en fait aussi de créer un produit en fait en lien, une page de vente, d'avoir des retours par rapport à ma cible. Et donc le bootcamp, donc là il est lancé, et moi mon objectif, ce que j'ai dit aux gens, c'est que je construis avec eux. Et ça, je pense que c'est un des plus gros raccourcis quand on veut construire n'importe quel produit, que ce soit une formation, que ce soit n'importe quel produit, c'est de prendre des gens, des bêta-testeurs, même s'il n'y en a que 10, et de leur dire ok, t'as besoin de quoi, et tout faire pour essayer de les aider au maximum. Moi, mon seul but, en fait, je ne perds jamais de vue que mon seul but, c'est d'aider les gens. Et si tu n'oublies jamais ça, tu peux pas construire un mauvais produit. En fait. Parce que tu pars du principe que toi, tu sais pas forcément ce dont ils ont besoin. Et la deuxième clé, un peu, c'est d'avoir l'humilité de se dire, en fait, moi, je sais pas ce que les gens veulent. Moi, je veux quelque chose, mais peut-être que les gens, ils veulent pas ça. D'accord, c'est vraiment être à l'écoute des personnes et de savoir identifier leurs problèmes et de savoir comment on peut les aider. Donc, plutôt que de préparer une formation qui tout seul dans son coin, comme tu disais, et puis forcément qui ne répondra pas toujours à la demande. Exactement. D'accord. Donc, tu as fait ta page de vente, tu l'as testée, et du coup, tu as eu plus de budget, donc tu as dépassé tes objectifs. J'ai eu 35 rendez-vous. Là, j'ai terminé le dernier aujourd'hui. Donc, c'est vraiment récent. Et j'ai eu tellement de gens qui m'ont demandé que j'ai pris quelqu'un pour bosser avec moi. Donc, j'ai pu augmenter le nombre de places à 15.
Donc la personne avec qui je travaille, c'est Élise, qui a créé le groupe et le hashtag Ramène ta fraise. Donc pour moi, c'était un peu évident de bosser avec elle. Et donc j'ai augmenté le nombre de personnes. Mais là, aujourd'hui, ouais, je suis à 13 ventes. Donc il me reste plus beaucoup de place et c'est sûr qu'elles partiront toutes, quoi. D'accord. C'est un vrai succès. Voilà, donc vendre avant de créer un produit, ça sert à rien de créer un produit pendant 1000 ans. Vendez et vous inquiétez pas que quand vous devrez délivrer le produit, vous le ferez parce qu'il y a des gens qui l'auront acheté. Donc forcément, vous serez obligé de le faire. Donc avant de se poser la question, le pourquoi, du comment, du produit, là, vendez et puis vous inquiétez pas, vous aurez les problèmes que vous aurez avec votre produit en temps et en heure. Vendre, ensuite construire un produit. D'accord, très bien. Tu peux me faire un résumé? Comment? Un résumé donc pour construire sa formation? Ouais, pour construire sa formation, alors plusieurs choses. D'abord, avoir du lead, avoir des opportunités, avoir des prospects. Donc construire une base de prospects, que ce soit avec une communauté ou que ce soit avec un aimant à lead, un lead magnet, première chose. Deuxième chose, demander à ces gens ce qu'ils veulent, où sont leurs douleurs, où sont leurs désirs. Donc, où est-ce que tu as mal et dans un monde idéal, qu'est-ce que tu voudrais. Une fois qu'on a fait ça, créer un produit, une première page de vente de produit, donc ce soit une ébauche, donc ça peut être un plan de formation ou un bootcamp, donc une page avec le contenu du bootcamp. Troisième et dernière étape, vendre. Vendre, faire que les gens ils cliquent sur le bouton acheter, parce qu'il y a une différence entre des gens qui vont dire ouais c'est super ce que tu fais, c'est génial, continue, et qui en fait t'achètera jamais, et la personne qui va vraiment prendre et mettre ta carte bleue. Et là, moi c'est ça ma métrique, c'est ça mon indicateur, c'est si tu es prêt à mettre ta carte bleue, c'est-à-dire que le produit a assez de valeur pour toi, que j'ai réussi à te montrer assez de valeur dans ce produit-là. Et tous les gens qui ont suivi mes formations, ils sont tous ultra contents, ultra ravis, et ça qui est génial, c'est que derrière, en fait, quand tu crées un produit dans ce sens-là, c'est que derrière tu peux avoir que des gens satisfaits. Et moi c'est incroyable à quel point, même encore aujourd'hui, les gens qui ont acheté le produit de formation en ligne, ils rachètent aujourd'hui par exemple le bootcamp. Donc c'est des gens qui rachètent parce qu'ils ont été contents en fait du premier produit. Tu as même créé une communauté, des gens qui sont satisfaits, donc forcément ils vont racheter derrière. Ça, ils vont racheter, ils vont encourager d'autres gens à acheter, exactement. Merci pour ces conseils pour la formation. Ouais. Je voulais juste te poser une autre question également sur ta newsletter culottée, dont tu nous en as parlé rapidement en intro. Pourquoi tu l'as lancée, cette newsletter? Cette newsletter, j'ai lancée quand j'étais salariée. Donc à une époque où c'était pas du tout un objectif, pas vraiment un objectif business en tout cas. Et en fait, je suis partie d'un constat simple, c'est qu'on vit toutes des expériences compliquées dans notre intimité en tant que femme, j'en parlerai après, mais... Et en fait, on se sent très seul dans ce qu'on vit et on a assez honte de ce qu'on vit. On se dit, mais en fait, c'est de ma faute, on se culpabilise beaucoup et on est assez seul. Voilà. Et moi, ce constat, il m'a frappé à 2 événements. Le premier, c'est quand j'ai vécu un avortement. Et le deuxième, c'est quand j'ai fait une fausse couche. Le cadre de l'avortement, il s'est passé que j'ai avorté et en fait, j'en parlais autour de moi parce que moi, je parle relativement facilement de ces choses. Et je me suis rendu compte que plein de femmes me disaient « Ah mais moi aussi j'ai vécu ça, ah mais moi aussi, ah mais moi aussi ». Et là j'étais genre « Ok, mais en fait toutes ces femmes qui sont autour de moi, qui sont des collègues, qui sont des amis, qui sont des proches, on n'en parle pas en fait ». Et là je me suis rendu compte que c'était dingue à quel point il y avait un tabou à ce niveau-là. Et j'ai commencé à regarder les chiffres, en fait une femme sur 3 a avorté au moins une fois dans sa vie. C'est pas mal quand même. C'est énorme, c'est un tiers des femmes. Et pourtant on n'en parle pas, alors que l'avortement c'est quand même un moment qui est... pas anodin. Après, il y a des femmes qui le vivent très bien, des femmes qui le vivent moins bien, peu importe. Mais voilà, et c'est un moment où moi j'ai vécu comme quand même relativement solitaire. Et donc ça, c'était mon premier constat. Et la deuxième chose, c'était pareil, la fausse couche, même chose. Pareil, des femmes qui me disaient « Ah mais moi aussi, mais ok, en fait, tout le monde a vécu ça et personne n'en parle. » Voilà, c'est ça. Et donc là, il y a quand même un problème. Et en fait, je me suis rendu compte de ça quand on remonte en enfance. On se rend compte que quand on est petite, on se passe des tampons dans les manches de nos vêtements parce qu'on ne veut pas que les autres gens dans les cours de récré voient en fait, qu'on a nos règles. Et donc je pense que c'est ce tabou en fait, qui se propage ensuite sur d'autres sujets. Plus on grandit et plus en fait c'est plus le tabou des règles, mais c'est autre chose. Quoi. Voilà, c'est autre chose. Et donc je pense que quand on enseigne aux petites filles à pas forcément dire des choses, à avoir honte, à cacher leur intimité, ce qui leur arrive, en fait ça les aide pas derrière à prendre leur place, à prendre la parole parce que en fait t'es pas forcément hyper à l'aise avec toi, tu vois. Et donc ça c'est un premier constat. Le deuxième c'est qu'en entreprise la parole est monopolisée à 70% par des hommes.
des hommes, notamment parce que les hommes ont souvent des positions de manager, de formateur, etc. Et aussi parce que les femmes, comme sur LinkedIn, en fait LinkedIn c'est le reflet de la vraie vie en entreprise, c'est que les femmes prennent moins facilement la parole. Donc pour moi ça a été vraiment l'élément déclencheur émotionnellement, ça a été ce que j'ai vécu, la fausse couche. Mais après je me suis rendu compte que finalement ça résonnait énormément sur, de manière générale, les prises de parole, que ce soit sur des sujets perso ou des sujets pro. Et pour moi, en fait, c'est totalement relié parce que quand on vit une fausse couche, au bureau, après, il faut être là. Et puis, en fait, pareil, on parlait des 3 premiers mois de grossesse. 3 premiers mois de grossesse, c'est le moment où tu es le pire de ta vie. Tu as envie de vomir tout le temps. Et pourtant, en fait, tu dois aller au bureau. Et c'est hyper invisibilisé comme douleur parce que c'est le moment où on dit aux femmes, non, mais surtout, le dis pas. Alors, moi, je respecte le fait que les gens ne le disent pas, mais il y a quand même cette injonction qui est très, très forte au fait de ne pas le dire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le corollaire de ça, c'est que on invisibilise des douleurs et des problématiques qui sont, en fait, tu as juste envie de vomir et de dormir et tu es au pire de toi-même et tu dois faire comme si de rien n'était. Donc voilà, tous ces sujets sont très emmêlés les uns aux autres, que ce soit sur le milieu pro, ou que ce soit la vie de ce qu'on traverse. Et pour moi, il y a un vrai sujet autour du fait de prendre la parole, c'est-à-dire exprimer, prendre la parole pour négocier son salaire, prendre la parole pour dire, ok, voilà, moi ce que j'ai vécu, point, en fait, juste partager. Et il se passe aussi que quand on partage ce qu'on a vécu, nos vécus de femmes, en fait, l'empathie répare la honte. Comme on voit que d'autres femmes ont vécu la même chose, on a moins honte de ce qu'on vit, on se sent moins seul et du coup, on accepte mieux et du coup, on soigne mieux nos douleurs. Donc il y a aussi un aspect thérapeutique dans le fait de prendre la parole parce qu'en fait, le fait de partager, il y a d'autres personnes qui vont dire non mais moi aussi, et qui ont vécu les mêmes choses que toi et tu vas te rendre compte que toi, tu te juges plus durement que tu vas juger les autres. Ouais. Puis il y a un soutien aussi entre femmes. Bien sûr. C'est assez fort. Moi, je milite pour ça. En fait, le hashtag Ramène ta fraise, donc le groupe Ramène ta fraise, maintenant c'est devenu un groupe. C'est un groupe non mixte, donc c'est un groupe composé que de femmes. Et moi, je pense qu'il y a une vraie. Enfin, c'est incroyable la sororité et la bienveillance qu'il y a dans ce groupe. Merci. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a plus de 1200 abonnés, c'est ça? Alors, ouais, j'ai pas mis le chiffre à jour, mais je pense qu'on doit être à 1500 sur Culotté. C'est quoi? C'est du bouche à oreille ou... Ouais, c'est que du bouche à oreille. Je fais pas du tout. Au début, j'ai. Ouais, donc 1200 emails, le chiffre n'est pas à jour, je pense qu'on est plus autour de 1500 et c'est principalement des gens qui m'ont transféré les adresses. J'ai fait quelques posts pour avoir de l'acquisition, mais aujourd'hui je le fais plus trop et je vois que j'ai toujours un trend de gens qui s'abonnent régulièrement. Elle est top en tout cas, la newsletter, parce qu'en plus tu n'hésites pas à demander, tu demandes aux gens de partager, de t'écrire, c'est vraiment... C'est pas la newsletter qu'on reçoit d'habitude où on te renvoie un message et puis il n'y a pas forcément un échange en fait. Ouais, je suis pas un robot. Il y a un vrai humain derrière la newsletter. Exactement. C'est quoi tes prochains défis pour les 2 prochaines années, Nina? Aucune idée. Au moins pour la prochaine. Aucune idée parce que moi je sais pas me projeter à plus de... Là, je suis obligée de le faire jusqu'au bout de quand. Donc là, on est au mois de novembre, je suis obligée de faire jusqu'au mois de janvier. Mais en fait, j'ai une capacité de projection qui est très faible parce que je m'adapte beaucoup au marché. Ça me donne une certaine agilité aussi. C'est que je m'adapte en fait en fonction de ce qui se passe. Après, moi, mon objectif, il est aussi de diminuer ma charge de travail. Voilà. Ouais. Moi, c'est 10 000 € par mois en travaillant moins de 35 heures. C'est ça mon objectif, il est très simple. Il s'arrête là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, je dois plutôt me concentrer sur le fait d'automatiser des choses. Je dois plutôt me concentrer sur le fait de déléguer des choses pour arriver à 35 heures. Parce que quand on entreprend, au début, on investit beaucoup. Et j'ai pour objectif, en fait, d'arriver à recréer un équilibre sur ça. L'objectif business, il est atteint. Mais par contre, l'objectif... charge de travail, c'est sur ça qu'il faut que j'axe. Et voilà, une fois que j'ai quelque chose comme ça qui tourne, sincèrement, c'est tout. En fait, j'ai pas pour objectif de changer. J'ai pour objectif de changer le monde à mon niveau, mais il faut que tu prennes plus de temps aussi pour toi. Voilà, c'est ça. Et je veux juste faire ce que j'aime, avoir l'impact que je veux, qui me fait kiffer par rapport aux femmes. Mais ça, en fait, il suffit, entre guillemets, de créer du contenu, d'avoir de l'impact, d'échanger, voilà, de passer du temps.
Voilà, et c'est un temps que je veux garder aussi et que je veux pas amoindrir. Donc c'est aussi l'objectif de pouvoir derrière automatiser des choses sur la partie business parce que donner du contenu gratuit c'est bien, mais derrière en fait s'il n'y a pas de contenu payant, et ben il n'y a pas de contenu gratuit. Donc il y a ça aussi, il y a le fait de trouver un équilibre entre ce que je donne beaucoup, gratuitement et j'adore ça et c'est l'impact que j'ai dans le monde quoi. Mais il faut toujours trouver un équilibre sur la partie financière parce que si toi t'es pas bien, si toi t'es pas serein, en fait tu seras moins bon, tu seras moins impactant et surtout tu sais pas viable. Donc si tu c'est pas viable, donc ça veut dire que sur le long terme tu pourras pas avoir de l'impact parce que en fait tu pourras avoir de l'impact pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois tu seras en galère et en fait tu pourras pas aller plus loin. Donc en fait avoir aussi un revenu sur lequel tu es serein, c'est aussi garantir que tu puisses avoir de l'impact de manière gratuite, entre guillemets, de faire du contenu gratuit au plus grand nombre de manière pérenne. On n'a pas plus de mal, nous, les femmes, justement, à aller chercher le business, l'argent, en fait. Ah si, j'ai un vrai tabou entre être une femme et aimer l'argent et vouloir de l'argent. Enfin, moi, j'adore l'argent, il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a un tabou. C'est vrai. Il y a un tabou sur ça, il y a t'es une femme, t'es vénale, alors que les hommes, ils n'ont aucun problème à dire oui. Et d'ailleurs, c'est marrant aussi parce que en termes de négociation, les femmes négocient beaucoup moins facilement, elles sont beaucoup plus... On négocie toujours en dessous. Ouais, il n'y a que 8% des femmes qui négocient leur premier salaire contre 53% des hommes. Donc, tu vois, il y a une grosse différence entre les femmes qui négocient moins facilement et les hommes. Alors, probablement que les hommes devraient aussi encore plus négocier, c'est pas ça le sujet, mais voilà. Et il y a aussi autre chose que je fais, c'est que, effectivement, oui, moi, j'essaie d'encourager les femmes. Quand je vends des prestats, je vais pas négocier, par exemple, ou quand je travaille avec des personnes et que c'est des femmes, je négocie jamais leur TJM, par exemple. Je négocie jamais les prestats avec les femmes parce que je sais qu'elles sont déjà en galère sur le prix qu'elles annoncent. Donc, c'est en dessous du marché en général, c'est ça. Ouais, si c'est en dessous du marché. Et quand je vends des produits, c'est marrant, mais je le dis, mais en général, je vends toujours plus cher à un homme qu'à une femme parce que, en fait, je sais que la femme, de toute façon, gagne moins. Et quel conseil tu donnerais justement à une femme qui veut se lancer et qui ne se trouve pas légitime se lancer par exemple dans la formation, justement, on en a parlé. Plusieurs choses. La première, c'est... il y a probablement des gens qui te posent des questions dans ta vie, qui te demandent ah mais comment on fait ça, en fait ça veut dire que t'es légitime, vu que en fait on te pose la question. Je sais pas si t'es designer graphique et qu'il y a tes potes qui viennent te voir en disant ah j'ai besoin de refaire ma plaquette, est-ce que tu peux m'aider, ça veut dire que t'es légitime. Donc déjà il y a ça. Deuxième chose, il faut pas se comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Nous, on voit nos doutes, on voit nos faiblesses, mais on voit pas en fait les faiblesses des autres et les doutes des autres quand on voit leur site internet, quand on les voit sur les réseaux sociaux. En fait, on se rend pas compte. Mais moi, typiquement, je passe ma vie à douter en fait. Et les gens, quand ils me voient, ils disent ah là, qu'est-ce qu'elle a confiance en elle. Ouais, mais en fait, tu me vois pas quand je suis en PLS le soir en disant est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou pas. Voilà. Donc en fait, il faut se dire on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Et dernière chose, arrêtez d'être auto-centré. En fait, le manque de légitimité, c'est assez auto-centré. C'est se regarder un peu le nombril, alors que l'autre personne, elle te dit t'es légitime, vu qu'elle vient te voir, elle veut t'acheter. Donc arrête de te dire est-ce que je suis légitime ou pas. T'as quelqu'un qui te dit je veux, donc fais confiance à l'autre aussi. Au lieu de te regarder toi, regarde l'autre. Et si l'autre te dit je veux t'acheter, ok, en fait, vends-lui. Et une fois que tu l'auras vendu, si t'as vu que tu peux lui vendre, ça veut dire que t'es légitime. Parce qu'en fait, sinon la personne ne t'aurait pas acheté si t'étais pas légitime. Donc il y a aussi la preuve par l'action. Le manque de légitimité, il se résout aussi par le fait d'agir. Et notamment, tu vois, moi, quand je publie des publications, je publie des posts sur LinkedIn, en fait, je gagne ma légitimité quand je vois des gens me dire « Ah, mais Nina, c'était trop intéressant ce que tu m'as dit, tu m'as apporté quelque chose, bravo ». Donc, agis, fais des choses, tu verras, il y a des gens qui vont venir, et ces gens-là, en fait, ils vont te dire « Ah, c'est cool », et c'est eux qui vont t'aider à être plus légitime. Ouais, te sentir plus en confiance. Exactement. Encore 2 petites questions, Nina. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne ? Apprendre et toujours apprendre. Apprendre. Si j'ai raté une journée si j'ai rien appris. Vraiment. Je suis obsédée par l'apprentissage.
Mais vraiment, c'est une obsession. Je écoute des podcasts. Tu passes ton temps à lire, écouter des podcasts. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je lis des livres, je fais que ça. Parce qu'en fait, apprendre, c'est apprendre des gens aussi, tu vois. Quand on dit créer un personnage, c'est apprendre des gens. Ok, t'es qui, tu fais quoi, c'est quoi tes problèmes. En fait, avoir toujours cet état d'esprit de vouloir apprendre. Et c'est ça, c'est ce qui me drive tous les jours. D'accord. Justement, tu as un livre, un podcast ou un documentaire à nous recommander, un ou plusieurs? Oui, alors j'ai 2 livres. Le premier sur la partie féminisme, femme, être une femme, l'argent, la puissance, le pouvoir, le rapport des femmes et du pouvoir. C'est Sorcière de Mona Chollet, qui s'appelle Femme puissante. Je crois il a fait un tabac celui-ci. La puissance des femmes invaincues ou quelque chose comme ça. C'est un rapport en fait entre la puissance en fait des femmes et le fait qu'elles aient été chassées en fait, parce que les sorcières ne sont que des femmes qui en fait avaient du pouvoir et qui ont été chassées pour ça, parce qu'elles ne dépendaient pas d'hommes, elles ne sont pas de mari, elles étaient seules, célibataires, elles n'avaient pas d'enfants. Et du coup, elles avaient aussi du pouvoir parce qu'elles maîtrisaient notamment les plantes, la médecine. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est quoi le mythe? Il y a aussi derrière, qu'est-ce que c'est que de prendre de l'âge quand on est une femme? Parce qu'elles sont souvent vieilles, les sorcières. Et il y a aussi, qu'est-ce que c'est que d'être seule? Ce que je disais tout à l'heure, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de mari. Pour contrôler entre guillemets sa puissance en fait, et c'est assez intéressant parce que en fait moi ce que je retire de ce livre là, c'est que c'est un peu toutes ces injonctions qu'on a et à quel point en fait la menace derrière soit douce et soit gentille, c'est si tu ne l'es pas, tu vas finir seule et tu vas finir comme une sorcière et du coup tu vas te chasser en fait de la société. Si tu es célibataire à 30 ans, si tu as trop envie de gagner de l'argent, voilà, en fait la menace derrière c'est finalement tu vas te retrouver seule parce que tu ne seras pas attirante et si machin, etc. Donc en fait il y a une vraie menace et à quel point en fait ça plane en fait, et que inconsciemment nous aussi on est d'une manière ou d'une autre on subit ça. Ça c'est pour le premier livre. Le deuxième livre c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est intéressant parce que ça parle justement de la légitimité, de comment de comment être soi, et de manière générale tout ce qu'il fait Mark Manson c'est super. C'est du développement personnel mais ultra moi que j'aime beaucoup, qui est pas genre ultra inspirationnel, avance dans la vie, tu verras, la loi d'attraction et tout. Moi c'est pas du tout ma manière d'aimer le développement personnel, mais ce qu'il fait c'est super. Et je redonne un dernier pour celles qui aiment le copywriting, qui s'appelle The Boron, B-O-R-O-N, Letters, donc les lettres de Boron. Et c'est un copywriter qui est en prison et qui écrit à son fils pour lui enseigner le copywriting. Donc voilà. Si vous voulez vous initier au copywriting, The Boron Letters, c'est très 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 bien. D'accord. Ok, merci beaucoup. Si on veut t'écrire. Si on veut m'écrire, alors, on va soit sur LinkedIn, on tape Nina Ramen, R-A-M-E-N, et sinon, on m'envoie un email à nina.ramen@gmail.com. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Nina. C'était un mot de la fin. Un mot de la fin, gardez la pêche. Voilà. Et écrivez. Exactement. Et apprenez. Merci Nina. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.